Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes le lundi 4 décembre. Nous allons profiter de ce lundi pour faire un briefing, avoir un point de vue un peu plus global sur la semaine. Alors, laissez-moi tout d'abord commencer par l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Loïc, j'espère que vous allez bien. Frédéric que je salue également. Didier, c'est pareil. Bruno, bonjour à vous. Et Cadienne s'il vous plaît. Alors très bien Cadienne, je vais y venir. Waouh que je salue. Yannick, voilà. Bonjour à toutes et à tous chers auditeurs et auditrices. Alors, nouveau format pour ce briefing de la semaine. Euh, on va commencer, c'est lundi. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer par un briefing. On va essayer d'identifier les opportunités et menaces. Donc bien sûr, je fais le travail pour vous. Les opportunités que j'ai relevées. Donc nous avons eu sur le pétrole, nous avons eu l'extension de 9 mois de gel de la production qui, dans le fond, va soutenir les cours de pétrole. Donc ça, c'est à garder en tête, même si on n'a pas le montant qui sera communiqué en juin. Nous ne savons pas de combien sera le gel de la production à partir de mars. Euh, on, on sait que ce gel fait pression sur l'offre et donc soutient le cours. Nous avons une autre opportunité qui est sur les actions et le dollar, en particulier les actions américaines, bien évidemment. La fameuse réforme fiscale américaine qui a été votée dans la nuit de vendredi à samedi par les sénateurs. Néanmoins, le texte était différent de celui des représentants. Donc les sénateurs se sont mis d'accord sur une réforme, une version de la réforme est différente de celle des représentants. Donc, pour une ratification finale, il faut que les sénateurs et les représentants votent le même texte, donc qu'ils se mettent d'accord sur le texte et qu'ensuite chaque assemblée vote la réforme, tout simplement. Donc ce n'est pas encore fini le dossier de la réforme fiscale. Nous avons également une opportunité peut-être sur les actions et sur les actifs de la zone euro avec les discussions entre Angela Merkel et le SPD qui ont été les deux parties ont confirmé que les discussions vont continuer et peut-être qu'une coalition va être montée entre les deux parties. Les menaces identifiées, c'est déjà Michael Flynn, je ne sais pas comment on le dit exactement, je ne suis pas sûr, qui a admis avoir menti au FBI dans l'enquête d'interférence russe en janvier. Il avait été interrogé en janvier, quelques jours son arrivée à la Maison Blanche, ce qui lui a poussé également à démissionner peu de jours après. Euh, donc voilà, il a menti sur le fait que sur son témoignage qui disait qu'il n'y avait aucune interférence russe. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il avait précisé, mais voilà, il a menti à la justice américaine. Donc l'investigation est à suivre et ça pourrait marquer un risque sur les actifs américains. Les actifs américains qui ont au passage clôturé dans le rouge vendredi. Sur la semaine, ça reste en positif, mais à cause de cette annonce qui est survenue vendredi dans l'après-midi, eh bien, on regarde les bougies de vendredi. Les bougies de vendredi c'était plutôt dans baissière, donc ça présente un risque. Et enfin, la dernière menace que j'ai identifiée sur la livre sterling, mais qui rencontrera aujourd'hui Junker. Alors pas forcément pas concernant les négociations sur la frontière irlandaise, mais c'est ces négociations sur la frontière irlandaise qui pourraient freiner, stopper l'optimisme des investisseurs qui a été généré après le soi-disant accord sur la facture du divorce. Oui, parce qu'on n'a pas eu encore la confirmation sur le fait que le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont mis d'accord sur le montant du divorce. Voilà, on a eu des informations qui sont venues du Financial Times, comme quoi la facture serait entre 45 et 50 milliards d'euros, que le Royaume-Uni serait d'accord, bien évidemment. Maintenant, ça n'a pas été confirmé par l'un des deux parties. Voilà, donc la menace au niveau des négociations du Brexit, c'est la fameuse frontière irlandaise. Voilà, donc je vous rappelle que les trois facteurs que l'Union européenne demandait avant de passer à la suite des négociations, c'était le sort, le futur des membres, des citoyens de l'Union européenne qui vivent au Royaume-Uni,
la facture du divorce et la fameuse frontière irlandaise. Voilà, c'est 3 points qu'attend l'Union européenne avant de passer sur les négociations vraiment commerciales. Alors, on passe à résumer de la science asiatique. On peut voir que la plupart des actifs sont dans le rouge. On a vraiment une aversion pour le risque. Le yen, le gold qui recule quand même assez fortement. Le Nikkei, le MSCI Asia-Pacifique également, mais, mais rien de très important. Voilà. D'ailleurs, moi je suis plutôt haussier sur le marché actions ce matin. Les marchés actions européens n'ont pas encore pricé la réforme fiscale américaine. Donc on va voir l'impact de ce passage, cette seconde étape de la réforme fiscale sur les indices européens. Alors, au niveau des chiffres macroéconomiques, nous n'avons rien eu de très spécial cette nuit. Alors, on a eu un discours du gouverneur de la BOJ. Néanmoins, ce n'est pas par rapport à la politique monétaire, comme vous pouvez le constater. Nous aurons des commandes aux usines, voilà quelques chiffres. PMI, voilà le PMI de la construction à 10h30 du Royaume-Uni. Quelques chiffres américains et ça sera tout. Honnêtement, aujourd'hui, ça va être assez calme en termes de statistiques macroéconomiques. C'est vraiment Theresa May qu'il faudra faire attention à Bruxelles. Voilà, alors je regarde vos questions. Alors bonjour à tout le monde, excellente semaine de la part de Sian. Alors merci à vous, Sian, excellente semaine à vous aussi. J'espère que vous allez bien. Un mot, s'il vous plaît, sur l'USD4. Très bien, écoutez, oui, je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. François, bonjour. Franck. Salut à tous les traders. Alors, salutations à tous les traders. Merci à vous, Franck. Écoutez, nous vous saluons également, Michael, Raymond. Voilà. Bon, alors, l'USD4, CAD, pas mal de questions sur le CAD à ce que je vois. On commence tout de suite par le DXY comme d'habitude. Ensuite, les paires majeures, les indices, des paires croisées et on finit par des matières premières. Alors, le DXY consolide entre ces deux points de clôture mensuelle. Alors, on a le plus bas prix de clôture mensuel de l'année qui est à 92,40 et nous en avons un autre à 93. On peut voir que le cours clôture est compris entre ces deux niveaux. Donc la stratégie, c'est une stratégie de range trading. Donc ça se paye au niveau de support et ça se vend à un niveau de résistance. Alors fondamentalement, ce rebond se justifie par la réforme fiscale américaine. Donc c'est possible que on ait une poursuite de la hausse. Maintenant, ça me semble quand même un peu probable au vu du momentum qu'on a eu vendredi et qu'on a probablement depuis la réforme fiscale. Voilà, depuis que la réforme a été votée au Sénat, bon, il n'y a pas réellement, il y a un rebond, mais c'est pas non plus un momentum très important. Donc, pour moi, le DXY devrait rester dans dans ce range. En tout cas, tant qu'il ne l'a pas cassé, la stratégie d'un point de vue technique, c'est une stratégie de range trading. Voilà. Maintenant, si on a une clôture au-dessus de la résistance, on pourra mettre en place des stratégies haussières. Et si on a une clôture en dessous du support, alors faudra mettre en place des stratégies baissières. Voilà. L'euro-dollar qui revient sur ce pivot à 1,1848. J'ai envie de dire que ce pivot à 1,1848, il correspond ni plus ni moins qu'à cette résistance sur le DXY. Vous voyez, cette résistance, elle a 93 points. On a eu le mardi, le mercredi, le jeudi dernier, des tests sur cette résistance. Et on regarde l'euro-dollar. Alors, mardi, mercredi et jeudi. Vous voyez que on est sur ce support. Voilà, donc j'ai envie de dire que on peut avoir un double signal, oui, qui est haussier ou baissier sur le dollar. C'est-à-dire que si on a le DXY qui clôture à la hausse au-dessus des 93 et que l'euro-dollar clôture en dessous des 1,1848, ça sera une confirmation du signal baissier, du signal haussier sur le dollar et donc baissier sur l'euro. Voilà. En tout cas, tant que ce niveau est maintenu, tant que le pivot à 1,1848 est maintenu, le sentiment sur le niveau du support, il est plutôt haussier. Encore une fois, si on estime que le DXY est dans un range trading, d'un point de vue technique, il faut privilégier les achats en bas, les ventes en haut.
Et puisque l'on sait que ce niveau de résistance correspond à ce niveau de support sur l'euro-dollar, dans ce cas-là, il faut plutôt, d'un point de vue technique, favoriser les positions acheteuses à 1,1848. Le GBP, alors le GBP qui retrace depuis vendredi. Alors est-ce que le momentum haussier jusqu'à 1,36 est annulé? Non, je ne pense pas qu'il est annulé. Maintenant, faut faire attention. Le DXY, ça pourrait être une nouvelle stratégie acheteuse. En cas de clôture du DXY au-dessus de la résistance, réellement, eh bien, la vente du dollar face au GBP devra être annulée. Voilà. J'ai envie de dire que tant que le DXY reste dans son range, on peut encore garder cet achat GBP-USD. Maintenant, si le dollar clôture au-dessus de son range, le GBP-USD faudra clôturer. En plus de cela, regardez, le momentum commence à baisser. Donc voilà, ça peut être bon. Au final, ça n'aura pas été un trade très très gagnant. Là, on a un léger gain, pardon. Bon. Écoutez, tout va dépendre réellement du signal technique donné par le dollar. Mais mis à part le GBP-USD, on va avoir d'autres paires qui vont être intéressantes comme le GBP-CHF qu'on a vu la semaine dernière. L'USD-CAD, alors excellente baisse de l'USD-CAD, alors à cause de différents facteurs, le pétrole, le dollar et le dollar canadien. Je m'explique, on a eu le PIB canadien, un excellent PIB canadien. Du côté des États-Unis, on a eu une inflation PCE qui était neutre. Voilà, donc on a eu vraiment un couteau des deux côtés, de la part du dollar américain et du dollar canadien, qui était en faveur d'une baisse. Et en plus de cela, excusez-moi, pétrole qui a progressé vendredi. Avec le pétrole a progressé vendredi, le dollar US qui a baissé vendredi, et on a eu des excellentes annonces, des très bonnes, pardon, statistiques canadiennes qui ont donc vraiment fait échouer le cours. Donc là, on revient sur la moyenne mobile à 50 jours. Moyenne mobile à 50 jours, vous voyez comment elle est très efficace. Le cours a clôturé sur celle-ci. Stratégie acheteuse sur l'USD CAD, direction les 1,2765. Même si, personnellement, mon scénario à la moyenne mobile à 200 jours a été atteinte. L'objectif a été atteint. Donc honnêtement, voilà, je reste plutôt avec un sentiment haussier d'un point de vue technique parce qu'on n'a pas clôturé, on n'a pas cassé cette moyenne mobile à 50 jours. Donc tant qu'on reste au-dessus, j'ai envie de dire que mon sentiment est plutôt haussier. Maintenant, mon objectif a été atteint. Mon objectif, c'était à moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à rajouter sur l'USD CAD pour un moment, d'autant plus que l'USD CAD, encore une fois, s'il clôture à la hausse, c'est très bien. Mais étant donné qu'il est dans son range et qu'il est à sa résistance, comme je l'ai dit, techniquement, les stratégies vendeuses peuvent se justifier. Et dans ce cas-là, l'USD CAD peut clairement casser la moyenne mobile. Voilà, mais tout reste à faire sur la SD4. Honnêtement, moi je je n'ai ni de position acheteuse ni de position vendeuse sur ces niveaux de prix. L'USD CHF, on a une belle clôture, vous voyez qu'on a eu une belle baisse, ouverture avec un gap haussier. Bon, rien de spécial sur l'USD CHF. Moi honnêtement, cette configuration ne m'inspire pas grand-chose. Bon, moi je n'ai rien à rajouter, rien à dire sur l'USD CHF pour être honnête avec vous. L'USD Yen, là on est sur un niveau très important. On est sur un niveau très important. Pourquoi? Eh bien parce que, bon, outre le DXY que je le répète chaque minute depuis le début du webinaire, mais regardez le momentum qui s'approche de cette oblique. Donc on a encore une marge de progression avant qu'on ait le test de cette oblique. Cette oblique qui fait pression depuis un an maintenant. Vous voyez, depuis le mois de novembre 2016. Donc on a cette oblique baissière. On a encore une marge de progression. Donc pour moi, l'USD Yen pourrait continuer à progresser. Pourrait continuer jusqu'à 114, pourquoi pas. Mais bon, je ne vais pas vous donner de conviction, de stratégie, au vu des stratégies que je vous ai données sur le SD Yen la semaine dernière. Alors, je passe au pair qu'on m'a demandé, le CAD Yen. Excellent rebond du CAD Yen. Forcément, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit,
comme je l'ai dit il y a un instant, on a eu des très bonnes statistiques canadiennes vendredi. On a eu une hausse du pétrole. Forcément, le CAD, c'était la devise à acheter vendredi. Le yen qui est plutôt baissier en ce moment. Donc CAD yen, on a notre stratégie haussière, je ne me souviens plus depuis où. Je l'ai supprimé parce que j'avais écrit un article, donc voilà, je ne peux pas mettre des flèches, voilà, de stratégie trop explicite dans mes articles. Donc je l'avais supprimé, je ne me souviens plus à quel point on était rentré exactement. Bref, moi mon cadienne, la stratégie cadienne est plutôt haussière, mais outre que cadienne, vraiment 4 CHF, 4 CHF c'est vraiment la devise à acheter selon moi. Bon, on a un très mauvais timing sur le 4 CHF. Là on a cette moyenne immobilière de 200 jours, donc si on part du principe que le stop a été touché, hein, pour beaucoup il a été touché je pense, au vu du ratio risque-rendement. Si on estime que le ratio risque-rendement, on visait un ratio de 1, on reporte la longueur, le stop aurait été touché. Donc là, on a, vous voyez, un momentum qui est quand même relativement bas, la moyenne immobilière de 200 jours qui était relativement proche. Au niveau des retracements de Fibo, on a eu 38,2, donc là on avait un très bon point d'entrée. On va attendre un retour sur les 38,2, et si on a un retour, tant mieux, on pourra passer à l'achat. Voilà. En attendant, nous ne faisons rien sur le CAD yen. Le CAD AUD. L'AUD CAD, pardon. L'AUD CAD, belle stratégie, belle tendance baissière sur l'AUD CAD. On peut voir qu'il revient sur ces niveaux de support là. Il revient sur ces niveaux de support. Moi, concrètement, mon opinion sur l'AUD CAD, il est plutôt baissier. Je m'attends réellement à une sous-performance de l'AUD face aux devises majeures. Donc vraiment, l'AUD, c'est l'une des devises à vendre le plus en ce moment. Avec le CHF ou, j'en dirais même le yen, je l'achèterai plus que l'AUD. Mais bon, l'AUD CAD, pour moi, ça se vend. Là, on a cassé un niveau de support. Si on se met sur le graphique hebdomadaire, où en sommes-nous? Alors, graphique hebdomadaire, clôture à un nouveau plus bas. Moi, je pense qu'on peut mettre en place une stratégie baissière AUD CAD jusqu'à 0,9467. Voilà, donc on va le mettre en place tout de suite. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, je m'attends à une baisse de l'or. Je m'attends à une baisse de l'or et encore à un pétrole relativement haut. Je ne sais pas s'il va encore continuer à progresser le pétrole. Je pense qu'il a encore une marge de progression. Regardez le brut. Pour moi, le brut peut clairement venir chez les 60 dollars. Après, par contre, les 60 dollars vont être un niveau de résistance assez fort. Donc, je n'envisage pas une cassure de 60 dollars. Et pour le Brent, on est à 63. Pour moi, il peut aller chercher 65. Donc, on a encore une faible marge de progression sur le WTI et le Brent, ce qui va justifier une hausse du CAD. En plus de cela, au niveau des statistiques macroéconomiques canadiennes, on a un contexte relativement fort, relativement intéressant. Donc pour moi, voilà, l'AUD CAD, ça se vend jusqu'à 0,95. Alors je regarde vos questions. Y a-t-il une heure pour Theresa May? Alors non, Yannick, alors moi je n'ai pas l'information sur l'heure. Si vous l'avez, d'ailleurs, n'hésitez pas à la partager. Mais personnellement, je ne l'ai pas. Bruno, alors Cadienne, oui, on a rapidement du Cadienne. Alors Cadienne, pour moi, le yen, il a une marge de progression, ce yen. Donc, bien que le CAD, je m'attends à une hausse, le Cayenne, c'est pas forcément la meilleure paire à acheter si on s'intéresse à l'achat CAD. Pour moi, l'achat CAD, il se justifie face à l'AUD ou le CHF. Le yen en ce moment, le yen est quand même, bon, ce matin il est baissier, mais d'un point de vue, si on prend un peu de recul, le yen, il est quand même assez haussier. Regardez, on va se mettre sur le JXY qui est le yen index. Le yen index, depuis le début de l'année, il prend quand même 2,85%. Sur un an, il prend 1,20. Vous voyez quand même l'analyse technique, elle est assez propre. Hop. Donc voilà, on a eu un rebond le 30. Donc voilà, moi le yen, je pourrais vendre le yen vraiment de nouveau, avec beaucoup de confiance si on casse ce niveau de support.
Vous voyez, un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Si on casse ce support, ça sera un signal baissier yen. Donc, et tant qu'on est entre support et le canal haussier, moi je reste neutre sur le yen, donc je ne préfère pas forcément le vendre. Ou en tout cas, il y a des meilleures possibilités. Il y a des meilleures options que le CAD yen. 4 CHF et il a eu des 4 comme je l'ai dit. Euh, tac tac, a eu des yens, bon, rien à rajouter. La USD, on a toujours cette divergence baissière. Néanmoins, moi je pense qu'il peut encore passer, toucher cette oblique haussière, voire même les 0,75. Et donc voilà pour ce qui est de l'AUD et du CAD. Je regarde la suite de vos questions. Alors, CADienne c'est fait. Alors Mickaël qui nous dit bonjour, je suis nouveau. Eh bien écoutez, bonjour à vous Mickaël, j'espère que vous allez bien et que vous allez apprécier ce webinaire. Avec la réforme fiscale US Bull de la part de François. Alors oui François, j'ai envie de dire réforme fiscale, ça donne un impact aussi. Maintenant, l'impact qui avait été vendredi était assez limité étant donné qu'on a eu ce fameux retournement au niveau de l'ingérence russe, hein, Michael Flynn, je ne sais pas comment on le dit exactement, mais qui a admis avoir menti au FBI lors de son interrogatoire en janvier dernier. Donc, ça devrait à court terme limiter. En tout cas, on a encore d'autres étapes sur la réforme fiscale américaine, comme je l'ai dit. Le Sénat, les sénateurs et les représentants doivent se mettre d'accord sur un projet final de la réforme fiscale. Une fois qu'ils se seront mis d'accord, il faudra que le texte soit voté dans les deux assemblées. Si le texte est voté dans les deux assemblées, dans ce cas-là, ça sera bon pour la réforme fiscale et ce sera la fin. Nous pourrons oublier ce passage de la réforme fiscale étant donné que ça sera voté. Voilà, donc c'est pas encore fini la réforme fiscale, même si c'est un impact haussier dans le fond. Je suis d'accord, ça donne un peu de confiance au marché, mais c'est pas encore fini cet épisode de la réforme. Les graphiques bloquent sur l'USD yen. Alors, oui, les graphiques bloquent, on n'a pas réellement de tendance. Bon, ça peut arriver. Honnêtement, on n'a pas de tendance sur l'USD yen, pas réellement de tendance sur le dollar ce matin. Regardez le dollar face aux devises majeures, plus 0,01. Vous voyez qu'il n'y a aucun mouvement sur le dollar ce matin et cette nuit. Alors, j'ai une question sur l'euro-yen. Bonjour à vous, Phil, au passage. Alors, l'euro-yen, moi j'ai écrit un article sur l'euro-yen la semaine dernière. Concrètement, moi ce que j'observe, c'est qu'on a un triple test de la résistance. Alors, je n'ai pas dit triple top parce que la ligne de coup n'a pas été cassée, mais on a un triple test. Vous voyez? Donc là, on est sur résistance. Soit on a un échec sous la résistance qui est le plus annuel à 134,38. Soit on a un échec, dans ce cas-là, on pourra mettre en place stratégie vendeuse jusqu'à 131,50. Mais si on a un breakout, ce sera un signal haussier, direction les 138. En fait, d'un point de vue fondamental, nous aurons ce signal selon ce qui se passe en Allemagne. Si on a cette coalition qui est créée, on aura un retour de l'appétit pour le risque sur les actifs de la zone euro, dont la monnaie unique. Et dans ce cas-là, ça sera bullish euro-yen, bullish euro-dollar, bullish, etc. Enfin bref, ça sera haussier sur les actifs de la zone euro. Parce qu'en ce moment, ce qui freine les actifs de la zone euro, bon, certes, il y a Catalogne, mais c'est surtout l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la première puissance économique dans l'UE, dans la zone euro, c'est vraiment c'est le moteur de l'UE. Et sans l'Allemagne, étant donné que pour le moment, il n'y a personne qui gouverne en Allemagne, les réformes de la zone euro sont en stand-by. Il n'y a pas de réforme qui est votée, il n'y a pas de voilà, il n'y a rien qui est voté pour le moment. Donc pour le moment, la zone euro, elle est en pause, l'Union européenne est en pause, le moteur est en pause. Donc bref, pour le moment, il y a pas vraiment de catalyseur qui justifierait une hausse des marchés actions. Par contre, en termes de timing, en termes d'investissement, par contre, c'est assez intéressant de s'intéresser parce que le marché n'a pas encore pricé la formation d'une coalition. Voilà, donc si vous pensez qu'il y a une coalition qui va être formée, dans ce cas-là, ça va être haussier sur l'euro-yen et ça va être haussier sur les actifs de la zone euro de manière générale, c'est-à-dire les marchés actions également. Voilà, donc d'un point de vue fondamental, tout va être justifié par cette coalition allemande.
Franck qui nous dit donc pour l'euro yen, voilà, Phil, j'espère avoir répondu à votre question. Concrètement, tout va dépendre d'un point de vue fondamental. Moi, là, à ces niveaux de prix, on est sous résistance, donc d'un point de vue technique, j'aurais tendance à dire, euh, que on n'a pas vraiment de catalyseur justifiant une hausse. Mais si on a une discussion qui sont en ce moment entre le SPD et Angela Merkel, donc si demain ou si cet après-midi il y a un accord qui est trouvé, eh bien mon analyse sera faussée. Donc voilà, je ne préfère pas vous dire vendre sous résistance. Bah, je préfère attendre réellement la situation en Allemagne. Prononcez Flynn sans E de la part de Frédéric. Merci Frédéric. Flynn, dit-on. Alors j'espère que c'est ça, Flynn ou Flynn. Ça dépend comment vous me le, si c'est la version française que vous me dites ou américaine. Mais d'accord, sans le E en tout cas. Alors, Franck qui nous dit bonjour, j'ai regardé la nuit du trading sur YouTube, l'analyse quotidien de IG, l'analyse quotidien de IG, pardon, pense à une progression possible de l'USD. Quel est votre sentiment? Alors, mon sentiment sur le dollar. Moi, je pense que y a une marge de progression. Faut pas oublier, dans un durcissement de la politique monétaire. On est dans un durcissement de la politique monétaire aux États-Unis. Donc, en théorie, on devrait avoir une hausse du dollar. Maintenant, qu'est-ce qui pèse sur le dollar? C'est l'inflation. Depuis le début de l'année, on a des problèmes sur l'inflation. Si vous regardez un petit peu l'IPC depuis le début de l'année, il a pas mal baissé. En fait, il est beaucoup corrélé au DXY, cet IPC. Il a beaucoup baissé depuis le début de l'année. Depuis, on va dire, la fin de l'été, elle rebondit cette inflation, ce qui se matérialise par une hausse du DXY. Bon, certes, on a une petite baisse depuis le mois d'octobre, mais bon, on n'a rien de très menaçant pour le moment. Qu'est-ce que je pense sur le DXY? Moi, je pense qu'on ne va pas revenir au sommet. Je ne pense qu'on va pas revenir au sommet. Pourquoi? Parce que déjà, qui est-ce qui est le successeur à Janet Yellen? C'est Jérôme Powell. Jérôme Powell est plutôt le successeur le plus cohérent avec la politique, la gouvernance de Janet Yellen. Donc, on va pas avoir une personne qui va être extrêmement hawkish ou extrêmement dovish. On va quelqu'un qui est plutôt neutre, qui va poursuivre la politique monétaire. Donc, d'un point de vue politique monétaire et de Jérôme Powell, on n'a pas vraiment de catalyseur qui justifierait une hausse, un rallye haussier. C'est pas comme si la personne qui avait été nominée était par exemple euh, quelqu'un de très hawkish, voilà. Donc, d'un point de vue de Jérôme Powell et la politique monétaire, il n'y a pas réellement de raison. Il n'y a pas réellement de raison que le DXY soit haussier. Soit haussier, je veux dire, ils reviennent sur ces sommets. À part si on a une inflation qui est pendant les 6 prochains mois aux États-Unis à 2,5%. Voilà. Imaginons que on ait une inflation, un indice IPC qui est aux environs de 2,5% au premier semestre 2018. Dans ce cas-là, le DXY sera bullish. Voilà. Maintenant, faut pas oublier qu'on arrive on est dans un cycle mondial où on tend à durcir les politiques monétaires, la Fed, la Banque du Canada, la BOE, fin de l'année 2018 normalement la BCE, la BOJ, on va dire fin 2018, début 2019. Donc on arrive dans des fins de cycle de politique monétaire généreuse. Et je pense que le DXY n'a plus réellement sa place en termes de spéculation. Je pense que le marché, s'il doit spéculer sur une hausse d'une monnaie, ça ne va plus être le DXY. Ça va être le GBP, ça va être l'euro, l'euro qu'on voit, hein. Regardez l'euro. On a une belle hausse de l'euro au premier semestre de l'année, et ça pourrait être le cas prochainement. Donc voilà, pour moi, il y a des marchés les spéculateurs, s'ils doivent acheter une devise, ça ne va pas être le dollar. C'est mon opinion. À part si, encore une fois, on a l'inflation qui est aux alentours des 2,5%. Alors dans ce cas-là, oui, le dollar sera acheté, sera extrêmement acheté. Maintenant, au vu de l'inflation actuelle qui est aux alentours des 2, voilà, qui est aux environs des 2%, bon, voilà, on n'a pas réellement de catalyseur, autant acheter une devise qui est faible sur du moyen long terme. Donc voilà, boule dollar, pourquoi pas, mais pour moi, ce n'est pas mon opinion, la devise que je m'attends la plus haussière en 2018. S'il y a une devise que je m'attends la plus haussière en 2018,
Quelle serait-elle? Déjà le GBP ça va être qui tout double. Le GBP ça va réellement être qui tout double. Personne peut en être convaincu aujourd'hui, mais ça va dépendre des négociations avec le Brexit, avec l'Union européenne. Voilà. Mais ça pourrait être une devise qui autant l'euro GBP pourrait revenir, euh, autant l'euro GBP pourrait revenir à son prix de clôture 2017 d'ici le premier semestre 2018, autant il pourrait clairement repartir à la hausse et il pourrait venir à la parité d'ici un an. Alors Yannick, est-ce qu'il y a des pièges à éviter en décembre ou janvier? Alors déjà décembre, il y a pas mal de banques centrales, surtout la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous rappelle, on a la BCE, on a la Fed, on a la BOE, on a tout ça en 2 jours. Et on a même une autre, regardez, calendrier des banques centrales, calendrier des banques centrales par mois. On va en décembre. 5 décembre, donc ça c'est pas très important. Le 6, Canada. Alors le 13, États-Unis, avec la fête. 14, BCE, BNS, BOE, Norvège, bon, peu importe. 21 décembre, le Japon. 21 décembre également, on a le référendum catalan. Donc ça, c'est à noter également si vous voulez, si vous faites un planning. Le 21 décembre, nous avons la Catalogne. À partir du 21-22 décembre, ouais, c'est à partir juste avant Noël. À partir du 22, clôture de 22, nous aurons quasiment plus de volatilité. Plus de volatilité, plus de volume jusqu'au 8 janvier environ. Voilà. Donc pour moi, là on a 2-3 semaines, on a une fenêtre de 2-3 semaines où il y a encore quelque chose à faire peut-être sur les marchés actions. On a la Fed la semaine prochaine, la BCE également, mais la BCE on n'attend rien de spécial, c'est vraiment la Fed la semaine prochaine qui sera attendue. Et voilà, sinon à quoi s'attendre? Mais écoutez, pendant les vacances de Noël, ce qu'il faut s'attendre, c'est vraiment une consolidation sur tous les marchés. Honnêtement, les 2 semaines de Noël, ça va être assez faible, hein. Ça va être vraiment, il va rien se passer. Quasiment, il va quasiment rien se passer. Donc voilà. Bonjour, le Dow Jones a récupéré toute sa baisse intraday alors que l'USD4 fortement baissier. Y a-t-il une corrélation cette année et euphorique aux US. Alors oui, hein, cette année c'est euphorique aux US, c'est même euphorique un petit peu partout hein, sur les marchés actions. Bon, c'est un petit peu plus contrasté en zone euro, étant donné qu'on a quand même pas mal en plus des risques aux États-Unis, on a quand même des risques en zone euro. L'Allemagne, la Catalogne, on a eu également des élections françaises. On a eu quand même pas mal de choses qui ont été risquées cette année en zone euro. Donc voilà. Alors, laissez-moi regarder donc le dos. Est-ce que le dos, vous me dites, bonjour, le Dow Jones a récupéré toute sa baisse intraday alors que l'USD4 fortement baissier, y a-t-il une corrélation? Alors non, il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'USD4 et le Dow. Bon, il y a une corrélation dans le sens où il va y avoir un impact, un effet dollar, mais de là à dire qu'il y a une corrélation, non. Il n'y a pas de corrélation entre l'USD4 et le Dow Jones. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà. Là, on est sur le Dow Jones. Là, on a des Doji, bon, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Oui, ça se ressemble un peu. Ça se ressemble parce qu'on a eu la réforme fiscale et Michael Flynn, le cas de Michael Flynn qui est ressorti vendredi. Donc, on a cet impact venant des États-Unis. Mais de là à dire qu'on a une corrélation, non. On n'a pas de corrélation entre l'USD-CAD enfin, on n'a pas vraiment de corrélation entre l'USD-CAD et le Dow Jones. Voilà, donc Philippe, oui, hein, c'est euphorique aux US. Maintenant, ce qui reste à être comment dire fixé, c'est vraiment la réforme fiscale. La Maison Blanche espère que la réforme fiscale sera votée, conclue avant Noël, pour être mise en place dès 2018. Voilà, donc on a certes une réforme fiscale à surveiller d'un point de vue fondamental. On a la Fed, on a les élections Catalogne et la situation en Allemagne. Voilà, le mois de décembre, ça va être ces 4 facteurs-là. C'est ces 4 facteurs à surveiller en décembre, qui pourraient autant être des opportunités que des menaces. À votre avis, quel événement ferait casser le range du DAX au-dessus des 13 200 points ou en dessous des 12 800? Eh bien encore, Sian, encore une fois, pour moi, je pense que alors on n'a pas fait les marchés actions, c'est vrai qu'on prend un peu de temps ce matin, mais concrètement, c'est la situation en Allemagne. Regardez la situation en Allemagne, depuis le 15 novembre, on n'a rien, à l'image
des négociations entre le SPD et Angela Merkel. Ça fait 2 semaines qu'il y a ces négociations, 2 semaines qu'il se passe rien. Voilà, donc les actifs de la zone euro sont en patience. C'est un peu le wait and see sur les actifs de la zone euro. Voilà, donc si on a une cassure breakout 13 200, 13 000, alors oui 13 200, c'est qu'on a des négociations, une formation d'une grande coalition. C'est quand Angela Merkel a trouvé une majorité. Cassure à la baisse, c'est-à-dire qu'Angela Merkel n'a pas trouvé, enfin, si Angela Merkel n'a pas trouvé de majorité, cassure à la baisse, on vient chercher la moyenne mobile à 200 jours. Maintenant, d'un point de vue de timing, si on exclut cette réforme, cette coalition à former de la part de Angela Merkel, si on a un contact sur la moyenne mobile à 200 jours, techniquement, d'un point de vue moyen, long terme, c'est intéressant pour passer à l'achat. Regardez l'Eurostoxx, on est à la moyenne mobile à 200 jours. Le CAC, on est proche de la moyenne mobile à 200 jours. C'est presque exactement, la même chose que ce qu'on avait au mois d'août. Et ensuite, on a eu un rallye haussier de 10%. Regardez, moyenne mobile à 200 jours. Bon, certes, on l'a cassé à ce moment-là. CAC, moyenne mobile à 200 jours. DAX, moyenne mobile à 200 jours. L'IBEX, également intéressant. Si on a un retour à 10 000 sur l'IBEX, d'un point de vue technique, je dis bien d'un point de vue technique, même si on a le risque catalan et on a en Allemagne, d'un point de vue technique, c'est intéressant. Parce que c'est un niveau psychologique très important qui n'a pas été cassé, même au surlendemain, au surlendemain du résultat catalan. Donc, voilà, pour moi, les 10 000 points, ça se paye. J'ai du mal à voir quel risque pourrait impacter les 10 000. Si, je sais. Si les élections le 21 décembre prochain en Catalogne aboutissent à une élection du parti indépendantiste. Dans ce cas, ça voudrait dire que vraiment la population souhaite une indépendance et là, ça sera un peu plus compliqué pour le gouvernement espagnol. Mais si on exclut cette hypothèse-là, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui pourrait menacer les 10 000 points sur l'IBEX. Donc 10 000 points sur l'IBEX, pour moi, ça se paye d'un point de vue technique. Et les moyennes mobiles à 200 jours, sinon sur les autres indices de la zone euro. Également le MIB qui arrive sur sa moyenne mobile à 200 jours, donc voilà, on a réellement une convergence des indices sur support. Alors Frédéric, il me demande combien de stratégies ouvertes en même temps avez-vous en plus de l'œil du cadre. En ce moment, je ne peux pas clairement vous dire avec je ne peux pas vous dire le montant. Alors avec la UD-CAD, alors, on va dire un peu moins de 5. Un peu moins de 5, voilà. Pas grand chose à faire en ce moment sur les marchés. Voilà. Voilà, mais bon, je ne peux pas vous dire exactement lesquels, hein, forcément. De toute façon, si vous suivez mes webinaires, vous devriez être au moins en avoir 3 ou 4 sur 5. Alors, on passe rapidement sur le marché action, on a pris du temps, c'est pas grave. Donc l'Eurostoxx, encore une fois, comme je l'ai dit, à moyen long terme, l'Eurostoxx ou tous les autres indices de la zone euro, la moyenne mobile à 200 jours est intéressante. À court terme, la moyenne mobile à 200 jours est relativement proche et donc elle se paye. Voilà, elle se paye pour viser une centaine de points au maximum sur l'Eurostoxx 50. Sur le CAC, c'est les 5003 qui se payent, direction la moyenne mobile à 50 jours. Le DAX, on paye les 13 000, 13 000 ça se paye, direction la moyenne mobile à 50 jours. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour du court terme. Hein. Je vous dis ça, c'est pour de l'intraday ou du très court terme. À moyen long terme, je le redis encore une fois, c'est la moyenne mobile à 200 jours qui est à surveiller. Enfin, on passe sur les matières premières rapidement. L'or, alors l'or qui glisse sur sa moyenne mobile à 200 jours. Bon, la stratégie, j'ai envie de dire mon sentiment reste le même, c'est-à-dire que à la base de cette moyenne mobile, je m'attends plutôt à un rebond. Maintenant, je pense que c'est assez risqué au vu du timing sur la réforme fiscale américaine, au vu que on a la Fed la semaine prochaine. Voilà, l'achat gold, faut le faire avec précaution. Donc pour moi, en intraday, ça se paye, parce qu'en intraday, on n'a pas réellement de catalyseur qui pourrait menacer la moyenne mobile à 200 jours qui fait office de support depuis, vous voyez, le 6 octobre. Regardez ici. Là, on a eu un rebond, bon là, tout le temps des rebonds, quasiment. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi ce matin, on casserait la moyenne mobile à 200 jours. J'aurais du mal à comprendre. Donc pour moi, ça se paye ce matin. Maintenant, pour quel objectif? Honnêtement, pas grand-chose.
pas grand chose. Les objectifs, les achats gold ou les ventes gold devront être très rapides. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter honnêtement. Je pense avoir fait le tour du marché. On a fait un bon tour. Le pétrole, pétrole, prise de bénéfice après l'OPEP. Voilà, on n'a pas réellement de nouveaux événements qui pourraient justifier une impulsion. Ça va être les stocks de pétrole dorénavant, les stocks qui vont justifier une hausse. Voilà, merci à vous pour votre attention. Rendez-vous demain à la même heure pour le prochain point de marché. Excellente journée et donc à demain.